Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. On va, après ce petit délai, commencer. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui en ce troisième jour d'amphi, dans ce créneau matinal. On sait que pour celles et ceux qui sont là depuis jeudi, se lever si tôt peut parfois être un défi. On vous remercie de l'avoir relevé. Donc bienvenue à cette conférence intitulée Culture post-Covid, la fin de l'exception culturelle, point d'interrogation. Il nous a paru important de nous saisir de ce sujet de l'état actuel de l'exception culturelle. Tout d'abord parce que ça se place dans la continuité des conférences culture qu'on propose aux amphis chaque année, qui se proposent à se saisir d'une thématique actuelle, d'un concept actuel de politique culturelle, un concept sur lesquels qui nous paraît intéressant au vu des circonstances contemporaines et de la réflexion contemporaine. Ces dernières années, aux deux dernières éditions des amphis, on avait notamment beaucoup exploré la notion du travail de l'art et des travailleuses et des travailleurs de l'art, ce qui a donné des mesures programmatiques ensuite assez conséquentes et ambitieuses dans le programme que nous avons porté en 2022, dont je pense que nous pouvons être fiers. Et cette conférence, elle se place aussi dans la continuité du travail qui a été réalisé par l'équipe du livret Art et Culture de l'Union populaire dans le cadre de la campagne présidentielle et législative, durant lequel, en plus du travail programmatique, nous avons aussi réalisé un travail de fond sur ces grands termes qu'on entend, qu'on utilise dans le champ de la culture, et qu'il nous semblait important de définir, de redéfinir, de se réapproprier, si ce n'est de proposer nous-mêmes des nouveaux termes. Et donc cette année, à la fois par rapport à l'actualité et en tant que terme à explorer, c'est donc celui de l'exception culturelle que nous allons voir aujourd'hui. Et enfin parce que justement cette notion-là nous semble être une porte d'entrée pertinente à la fois pour analyser l'action ou dans certains cas, et beaucoup trop malheureusement, l'inaction des gouvernements Macron en matière de culture, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, enfin du cœur de la crise sanitaire et de l'après-crise sanitaire dans lequel nous sommes. Et surtout parce que cette thématique de l'exception culturelle nous semble pouvoir être la base de vecteurs de mobilisation à venir et d'enrichissement de la dynamique de l'Union populaire et du modèle de société qu'elle porte, ce qui rejoint les objectifs politiques que nous nous sommes fixés dans ces universités d'été. Du coup, un très bref point de rappel, même si on va y revenir très vite sur ce qu'est cette notion de l'exception culturelle, qui est une doctrine qui a été principalement développée en France, d'où ce nom souvent utilisé d'exception culturelle française. Excusez-moi, je me débat avec mes notes et avec le vent. Donc qui a surtout été développée en France durant la seconde moitié du XXe siècle et qui ne veut pas dire que la culture française est exceptionnelle, ce n'est pas ça le fond de cette idée-là, mais qu'on va faire des arts et de la culture une exception aux lois du marché, soi-disant libres et non faussées, afin de garantir une forme de diversité, de lutter contre l'uniformisation des arts, notamment l'uniformisation états-unienne, et de laisser la place à l'invention de nouvelles formes, et surtout d'établir concrètement que les arts et la culture ont une valeur autre que celle de la marchandise, qui sont des valeurs d'exception, des valeurs de lecture sensible du monde, de critique du présent ou du passé, si ce n'est du futur, et donc d'émancipation. Et surtout, ce gap-là de l'exception culturelle, il a permis et il permet de poser politiquement la question de la place des arts et des arts et de la culture dans la société et dans nos vies. Donc une fois que ce concept a été posé et développé, il entraîne le fait que les pouvoirs publics vont être actifs pour préserver les arts et la culture des seules lois du marché et de la rentabilité, à la fois dans les accords internationaux et aussi par toute une série de dispositifs de financement public qu'on peut connaître et côtoyer, mais également par des soutiens à des système de redistribution des richesses pour permettre la création, notamment dans le cinéma, et ce qui a permis le développement du cinéma français et même européen, mais pas que, et tout simplement d'avoir des pouvoirs publics actifs sur cette notion des arts et de la culture dans la société, ce qui génère des services dédiés, des fonctionnaires dédiés sur ces questions-là, et un savoir-faire qui se fait au fur et à mesure
des années. Et donc c'est ce qui a permis à la France de développer un service public des arts et de la culture et quand bien même ce champ des arts et de la culture non marchand ne concerne pas que un service public mais bien plus large, et on va le voir aujourd'hui, et un service public et un champ non marchand qui, comme partout ailleurs, sont aujourd'hui malmenés et menacés par le néolibéralisme, comme toutes les autres formes d'action pour l'intérêt général aujourd'hui en France. Donc il nous a semblé aujourd'hui important de questionner où en était cette notion aujourd'hui, alors que la France se trouve dans une situation inédite de concentration dans l'édition, dans le cinéma, dans la musique, dont l'exemple de Vincent Bolloré est le plus triste et le plus inquiétant, vu l'usage politique qu'il porte lui-même de sa gargantuesque acquisition de maisons d'édition, de sociétés de production dans le cinéma et dans l'audiovisuel, et également de sociétés liées à la musique, ce qui est moins connu, mais que Vincent Bolloré est aussi gargantuesque et tentaculaire dans le monde de la musique. Et également important de le questionner, alors que la crise sanitaire a renforcé la domination des mastodontes de ces industries culturelles, de ces acteurs les plus importants, qu'ils soient français ou étrangers, et notamment, encore une fois, états-uniens, et pour qui, bien entendu, les bénéfices à court terme ou d'autres orientations politiques moins émancipatrices sont les principaux moteurs d'action, alors aussi que cette même crise sanitaire a dégradé la situation de nombreux travailleuses et travailleurs de la culture et des acteurs de plus petite taille, indépendants, associatifs, qui font vivre cette diversité au quotidien et voilà. Alors que également la culture marchande, la culture comme valeur marchande semble être la ligne d'action de Macron et de ses gouvernements successifs, à travers le pass culture, où on développe par rapport aux arts et à la culture des accès sur le biais de l'achat, en plus d'être un chèque offert aux plus offrants dans ce domaine-là, ou encore comme le projet de financement, quelque chose d'un peu plus technique, mais qui sera un sujet d'actualité à venir avec cette rentrée, les projets de financement du Centre national de la musique, qui est un organisme créé il y a quelques années, au début du mandat Macron, qui en lui-même n'est pas inintéressant et était une revendication du secteur de la musique, qui avait pour but d'être un peu comme le Centre national du cinéma, à savoir un organe de redistribution de l'argent créé pour permettre de financer la création dans la musique dans l'avenir, et qui, maintenant que ce Centre national de la musique ne reçoit plus les financements du quoi qu'il en coûte, qui était ce dispositif de financement public qu'il y a eu pendant la crise sanitaire, la question de ses propres financements, malheureusement, s'oriente non plus vers un outil de distribution, mais vers un outil qui va renforcer les majors de la musique, où plus ils donneront de l'argent à ce Centre national de la musique, plus ils recevront eux-mêmes de l'argent, ce qui ne sera donc plus du tout un outil de diversité, mais un outil d'accélération de la concentration, comme malheureusement le gouvernement en a développé beaucoup. Et enfin, alors aussi que les critères économiques, que la concurrence, que le court-termisme et que la course au mécénat défiscalisé sont devenus les orientations imposées au service public des arts et de la culture et à tout autre acteur et actrice de ce secteur, quitte à en dénaturer complètement les missions ou les volontés initiales. Et donc, ce que nous proposons d'aborder aujourd'hui avec le vent notamment, et surtout avec nos intervenantes et nos intervenants, c'est de se demander, est-ce que le macronisme va signer la fin de l'exception culturelle ? Que faire face à cela ? Comment s'organiser face à cette situation ? Et surtout, maintenant que nous avons un programme, maintenant que nous avons les pistes concrètes, qu'elles viennent de l'Union populaire, de la NUPES ou des syndicats, associations et collectifs avec lesquels on échange continuellement, maintenant que nous avons toutes ces propositions concrètes, comment dessiner les contours théoriques et stratégiques qui feront des arts et de la culture par et pour tous, libérés de la marchandisation et de la mainmise des plus riches, un élément central de cette société de partage, de bifurcation écologique et d'émancipation que nous portons à l'Union populaire, et plus simplement, comment faire de cette ambition pour la culture et le progrès humain le fer de lance de la bataille culturelle du bloc populaire. Donc pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de ma gauche à ma droite Éric Domecq, qui est journaliste culturel et enseignant à l'Université Paris-Nanterre, notamment en politique culturelle.
Également Roxane Sirven, qui est archéologue à l'INRAP, syndicaliste, secrétaire national de la CGT Culture. Petit coup de point, on peut souvent confondre CGT Culture et CGT Spectacle. La CGT Culture est celle des agents du ministère de la Culture et de ses services, alors que la CGT Spectacle est celle principalement du côté des intermittents du spectacle, et donc également qui était candidate et qui a porté nos couleurs dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Patricia Kohler, avant de présenter notre députée, qui est coordinatrice de l'UFISC. C'est l'Union... Voilà, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, merci. Quoique... qui est donc une fédération de structures culturelles indépendantes et liées à l'économie sociale et solidaire. J'espère que je résume bien. Et enfin, donc, Sarah Legrain, députée LFI NUPES de Paris, vice-présidente de la commission Affaires culturelles et éducation, et qui s'est notamment d'ores et déjà distinguée dans le combat que nous avons porté à l'Assemblée nationale pour un financement juste et périn, garantissant une meilleure indépendance de l'audiovisuel public, qui a été un des premiers combats portés dès votre toute récente investiture. Alors, pour commencer cette discussion, voilà, comme ça me permet de tourner les pages directement, je propose de donner la parole à Éric Demet. Peut-être que je te donne ce micro-là qui éviterait les problèmes de câbles. Ouais. Est-ce que... Oui. Pour ça a l'air de marcher. Justement un petit retour sur ce qu'est historiquement l'exception culturelle, c'est ce qu'elle entraîne concrètement et surtout les problématiques et perspectives contemporaines vis-à-vis de cette notion. Éric, je t'en prie. Merci à Martin pour son invitation et aux universités d'été de la France Insoumise pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Je vais essayer d'être bref et intéressant. Je vais un petit peu endosser un côté un petit peu professoral, mais je vais essayer de ne pas être professoral. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion d'exception culturelle, de faire un tout petit historique, et puis je vais essayer d'avancer une opinion, comme on dit, impopulaire, unpopular opinion, comme on dit sur les réseaux sociaux, qui serait de dire qu'il faudrait en finir avec l'exception culturelle. Voilà, c'est le teaser. Alors pourquoi on se pose aujourd'hui la question de savoir si on va vers la fin de l'exception culturelle. Alors, comme le disait Martin, c'est évidemment lié à la réélection d'Emmanuel Macron, dont on peut s'attendre à ce qu'il poursuive une politique d'inspiration néolibérale. Et en même temps, cette question n'est absolument pas nouvelle, la question de la fin de l'exception culturelle. J'ai fait des petites recherches. J'ai vu, par exemple, qu'en 2005, Françoise Benamou, qui est une économiste très connue, réputée de la culture, écrivait un article qui s'appelait L'exception culturelle, exploration d'une impasse. Et encore plus avant, si on remonte en 1999, Joëlle Farchi, qui est chercheuse au CNRS, écrivait un livre qui s'appelait La fin de l'exception culturelle. Donc vous voyez que la question n'est pas nouvelle, alors que l'exception culturelle en tant que notion un peu connue, reconnue de tous, elle remonte à 1993. Donc ça serait presque un concept un peu mort-né. L'exception culturelle, qui appelle Nels René, aurait déjà été menacée de mort. Alors, le Covid, je ne sais pas si ça change grand-chose, c'est ce qu'on va voir. Le Covid a montré a signé quand même un petit réengagement de l'État pendant la période du Covid, plutôt en rupture avec la philosophie générale du gouvernement. Et puis quelques injonctions un peu nébuleuses vous savez, à se réinventer, à réenfourcher le tigre, des choses dont on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, et qui n'apportent pas grand-chose sur le sujet de l'exception culturelle. Mais on peut noter que le Covid a fait quand même se déporter la question de la culture, de la question de savoir si la culture était un bien marchand, vers la question de savoir si la culture était un bien essentiel ou pas. Je crois que c'est surtout là que ça s'est joué. Or, l'exception culturelle, comme le disait Martin, l'acception restreinte du terme, c'est de dire effectivement que la culture n'est pas un bien marchand ou
que la culture n'est pas un bien marchand comme les autres. On ne sait pas très bien si c'est l'un ou si c'est l'autre. Il y a un peu, on peut entendre un peu les deux choses. Alors c'est une notion qu'on fait remonter à 1993 parce que c'est là la première victoire de cette notion d'exception culturelle, c'est-à-dire qui a consisté à faire sortir en fait la culture des accords internationaux, des accords commerciaux internationaux. L'exception culturelle n'est pas un outil juridique, c'est-à-dire que il n'y a pas de nulle part on parle d'exception culturelle comme étant un droit. C'est juste une espèce de tradition qui consiste à chaque renégociation avec l'OMC, à chaque renégociation avec l'Europe ou à chaque accord bilatéral ou multilatéral, à faire sortir donc les biens culturels, à faire sortir la culture de ces accords qui, à chaque fois, évidemment, tendent vers davantage de concurrence, vers davantage de libéralisme, vers cette perspective d'une concurrence libre, pure, non faussée, etc. En 1993, donc, il y a eu cette première grande victoire et effectivement, ça a été surtout porté par les milieux du cinéma et de la musique, cette question de l'exception culturelle, parce que c'était beaucoup en opposition et comme une sorte de mécanisme de défense par rapport à la toute-puissance commerciale des États-Unis, de la musique américaine, du cinéma américain. Et c'est donc, il faut le noter quand même, des industries culturelles, des membres des industries culturelles qui ont porté cette question de l'exception culturelle. Donc, concrètement, c'est quoi C'est effectivement quelques mesures qu'on peut qualifier de protectionnistes, par exemple, aujourd'hui, qui sont encore de mise aujourd'hui, et qui ne le seraient plus s'il n'y avait pas l'exception culturelle. Par exemple, les quotas de chansons françaises qui doivent être diffusées à la radio. On doit avoir 40% de chansons francophones depuis la loi Toubon de 1996. Et donc ça, l'exception culturelle permet de maintenir ces lois qui sinon pourraient être considérées comme illégales du point de vue des accords internationaux. On a ça également pour la télévision, puisque à la télévision, on doit diffuser 60% de films européens et 40% de films français, d'après toujours ces quotas. C'est également l'exception culturelle des systèmes de financement, comme celui du cinéma, qui permet d'avoir des taxes sur les billets de cinéma, ce soit des films français ou américains, qui vont être reversés pour le financement du cinéma français et européen cette fois-ci. C'est pour donner quelques exemples concrets de ce qu'est l'exception culturelle. Mais plus largement, l'exception culturelle, c'est donc une philosophie aussi, celle de dire que la culture n'est pas un bien marchand, et je dirais un peu plus largement encore, l'idée que grâce à l'État, la culture va échapper aux règles du marché. Donc, c'est par exemple, effectivement, favoriser la diversité quand le marché favorise plutôt la concentration, favoriser les cultures alternatives quand le marché favorise le mainstream, favoriser l'émergence quand le marché favorise le bankable, etc., etc. Et donc tout ça peut être ramené à, on va dire, l'exception culturelle, c'est-à-dire un mécanisme qui fait que l'État va protéger la culture des mécanismes impitoyables du marché. Le terme d'exception culturelle a pu être relayé à partir du début des années 2000 par un autre terme qui est celui de la diversité culturelle. C'est notamment Jacques Chirac qui en 2003 lance le projet de charte de diversité culturelle qui va être pour l'UNESCO, qui va être repris par l'UNESCO en 2005. Et je vous cite quelques phrases de Jacques Chirac qui dit donc en 2003 « La culture ne doit pas plier devant le commerce », qui dit donc ces rencontres de 2003 étaient sous-titrées « La culture n'est pas à vendre », et Jacques Chirac parlait de la création comme d'une activité irréductible aux lois du marché. Donc on voit que l'exception culturelle, la diversité culturelle s'inscrit dans les pas de l'exception culturelle. Elle déporte cette même philosophie vers un autre concept.
cette exception culturelle, dans une acception plus large encore, je dirais pourrait être même confondue avec le mécanisme de la politique culturelle à la française. C'est-à-dire qu'on a tendance à superposer les deux et effectivement à dire que cette politique culturelle menée depuis longtemps par la France, c'est un peu l'exception culturelle française. Alors, à l'appui de ça, je cite Léon Roman-Monnier, qui, en 2015, dans la revue Humanisme, écrit « N'ayons pas peur des mots, l'exception culturelle est une invention française, vieille non pas de quelques décennies, mais plutôt de quelques siècles. François Ier fut ainsi le premier, précisément, à poser les fondations de l'édifice en créant le dépôt légal, etc. etc., etc. » Donc, vous voyez que là, dans cette acception-là, exception culturelle égale politique culturelle française. On peut en avoir une acception encore plus large. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exception culturelle, ce serait un modèle de politique culturelle à la française, donc qu'on peut faire remonter à François Ier, à Louis XIV, et puis qui effectivement s'affirme surtout dans l'après-guerre, en 1945, et puis après surtout en 1959 avec Malraux, le premier ministère des Affaires culturelles, et puis bon an, mal an, quelque chose qui est poursuivi quand même par les politiques de gauche comme de droite. Il y a quand même, vous voyez que c'est Chirac qui a défendu ça, que la loi Toubon, c'est la loi Toubon, donc c'est une loi de droite, et qu'il y a quand même une espèce de consensus autour des politiques culturelles à la française. Donc ça serait quoi? Ça serait un modèle interventionniste qui effectivement apparaît aujourd'hui comme de plus en plus menacé. Alors menacé, on va dire, par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est effectivement le recul de l'État, avec l'essor sans fin des théories néolibérales qui veulent que le marché soit le meilleur moteur, régulateur, stimulateur, etc. de nos sociétés, et qui veut que l'État se déporte et s'efface le plus possible, qui est menacé également par un phénomène plus récent qui est celui de l'essor du numérique, puisqu'on sait que toute l'industrie numérique, évidemment, échappe aux règles nationales, donc échappe à l'exception culturelle, et fluidifie aussi l'accès quand même aux biens culturels, si bien que l'État ne sait plus non plus trop quel rôle jouer avec tout cet essor du numérique dans l'accès à la culture. Et troisième point, je dirais que l'exception culturelle est menacée par l'exception culturelle elle-même et aussi par la démocratisation de la culture, la démocratie culturelle, la culture pour tous, la culture pour chacun, la diversité culturelle. Je cite tous ces concepts en fait qui ont fleuri ici et là et qui disent surtout qu'on a du mal en fait à renouveler nos politiques culturelles, à leur redonner du sens, et qu'il y a un certain essoufflement de la politique culturelle à la française née dans l'après-guerre. Donc, si le gouvernement Macron n'est peut-être pas, finalement, le principal danger, selon moi, pour l'exception culturelle, même si, évidemment, la philosophie néolibérale de son action ne fait aucun doute, et que si on regarde son programme, alors je voulais juste voir ça très rapidement, le programme culturel d'Emmanuel Macron pendant la campagne était extraordinairement ténu, extraordinairement mince. Il y avait trois choses qui étaient écrites dans son programme. C'était de développer encore et davantage le pass culture. Le pass culture, évidemment, qui est qui met en place un phénomène de consommation culturelle, avec une application qui fait se rencontrer l'offre et la demande à coût de subventions. Le deuxième point de son programme culturel, c'était d'abroger la redevance. On va en reparler, je crois. Et le troisième point, c'était de promouvoir le métavers à la française. Donc où on voit quelque chose un peu qui est de l'ordre de l'exception culturelle, ou en tout cas qui est de l'ordre du patriotisme culturel ou industriel. On n'en sait pas plus aujourd'hui, beaucoup plus sur
le programme culturel de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. J'ai essayé de voir, les Échos ont essayé de faire une sorte de feuille de route. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans cette feuille de route? On nous dit qu'il va y avoir une réforme de l'audiovisuel public consécutive à l'abrogation de la redevance, qu'il va y avoir un chantier de l'information qui va être nommé, enfin qui va être mis en place pour lutter contre les fake news, qu'il va y avoir un déploiement donc augmenté du pass culture comme c'était prévu. Il y a la question de la concentration effectivement dans les médias, la question de la concentration dans l'édition, et puis également d'autres enjeux, mais sur lesquels je passe. Donc pour revenir sur cette idée, va-t-on vers la fin de l'exception culturelle, et sur cette idée que, pour moi, il faudrait peut-être en finir avec l'exception culturelle. Eh bien, c'est parce que simplement, je pense que l'exception confirme la règle. Et donc, si l'exception culturelle confirme une règle, elle confirme la règle du marché qui serait prédominante et prééminente partout ailleurs. Donc, ce serait peut-être la raison pour laquelle il faudrait en finir avec l'exception culturelle et peut-être essayer de passer de l'exception culturelle à des politiques culturelles qui soient un modèle pour les autres secteurs pour les autres secteurs de l'économie. Faire de la culture, ça veut dire réinsuffler, redonner du sens aux politiques culturelles qui en perdent. Alors ça veut dire quoi? C'est peut-être ce qu'on va essayer de voir, mais enfin vous voyez que le chantier est très vaste et c'est ce qu'ont commencé à faire effectivement les livrets culture de la France insoumise. Alors voilà, c'est peut-être une culture aussi, des politiques culturelles moins centralisées, moins verticales, peut-être également plus écologique, plus féministe, peut-être également et surtout retrouver du sens et donner du sens à une société qui en manque. Je voudrais, pour finir, juste sans verser dans la nostalgie, citer un discours de Jacques Duhamel, qui était ministre de la Culture en 1972, donc ça fait 50 ans. Il était donc ministre de la Culture en 72, donc il était ministre de la Culture de Georges Pompidou, on est donc dans la droite pompidolienne, et qui, quand même, en 1972, prononçait ce discours sur la politique culturelle. Il disait « Nos sociétés sont désormais en état permanent d'instabilité. La recherche du taux de croissance le plus élevé entraîne une transformation accélérée de l'appareil économique. Elle provoque des migrations considérables à l'intérieur de chaque pays et entre nos différents États, créant une masse flottante de déracinés. Elle engendre un développement souvent difficile à maîtriser de nos villes, qui deviennent le cadre de vie, c'est-à-dire de culture, de la majeure partie de nos populations. Enfin, les mutations psychologiques que suscite la croissance sont ressenties par les hommes comme un désarroi plus que comme un dépassement. L'action culturelle a donc désormais un rôle fondamental à jouer pour contrebalancer les effets néfastes de la croissance. Elle doit permettre aux hommes non seulement d'avoir plus, mais d'être plus. Voilà. Merci beaucoup Eric pour ce point de vue historique et ces premiers éléments apportés à la réflexion de la discussion d'aujourd'hui. Et je voudrais du coup donner la parole maintenant à Roxane Sirven pour que tu puisses nous partager de ton point de vue de syndicaliste cette perspective. Donc on parle de la fin de l'exception culturelle. Donc point d'interrogation qu'on a traité déjà avec Eric, et aussi on voit comment ça s'ajoute au contexte dans lequel on est de politique culturelle post-Covid. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un pendant le Covid, et en quoi cet état pendant le Covid et maintenant, il y a assez caractéristique pour permettre d'identifier précisément ce que cette brutalité néolibérale qui n'a qu'une vision marchande ou de facteurs économiques de l'action publique fait aux politiques culturelles, et comment elle en est même presque antinomique, avec même un exemple assez important et contemporain à la fin. Merci. Donc, je vais évoquer l'état des lieux du ministère de la Culture et de ses politiques. Le premier constat, c'est la culture n'a pas échappé à la définition des activités essentielles ou non essentielles pendant la période Covid.
la politique néolibérale et la marchandisation de la culture déjà en œuvre depuis des décennies, évidemment, a été accélérée. Pendant la Covid, la définition des activités essentielles au sein du ministère de la Culture s'est traduite par ce qu'on appelle des plans de continuité de l'activité, les PCA, qui définissent secteur par secteur les activités maintenues, celles télétravaillées et celles arrêtées en période de pandémie. Les PCA n'ont pas fait l'objet d'une association et d'un avis des agents du ministère pour la raison qu'ils ont dépendu du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et non pas, par exemple, du bureau de la santé et de la sécurité au travail. Dès lors, les PCA en matière culturelle ont été considérés comme secret défense, à l'instar de ce qu'a fait Macron avec son conseil de défense quelques mois plus tôt, mais nous, ça a commencé dès le départ. Cela a pu donner des situations ubuesques, comme par exemple les agents de surveillance des salles et ceux des billetteries dans les musées, qui se sont vus au retour du confinement exiger un travail en présentiel alors que les musées étaient fermés, parce que la règle était, si la mission n'est pas télétravaillable, ce qui est leur cas, ils doivent exercer leur activité en présentiel, même s'il n'y a aucune activité de billetterie ou de surveillance quand un musée est fermé. Les personnels et le ministère de la Culture font l'objet de politiques d'austérité très nocives depuis 20 ans. Catéchisme des libéraux est connu, marchandisation, éclatement du ministère, réorganisation, abandon de mission, détérioration du service rendu au public, dégradation des conditions de travail, perte de sens au travail, j'en reviendrai, suppression d'emplois et gel historique des salaires. Pour la mise en œuvre de cette dégradation, évidemment, il y a un management qui est basé sur la performance individuelle, l'individualisation des rémunérations, l'isolement des travailleurs et l'hyperverticalité de la hiérarchie. En conséquence, on peut se poser la question, y a-t-il encore une politique culturelle portée par le ministère? Qui peut dire ce qu'est la politique culturelle en France aujourd'hui? Quel élément culturel échappe à la marchandisation? Alors, la politique culturelle est souvent inaudible, même pour les agents du ministère. Parce qu'elle n'a pas d'espace de réflexion, il n'y a pas réellement une volonté de démocratie culturelle. Si on peut se satisfaire de la création récente d'une délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle au sein du ministère, aura-t-elle pour ambition de porter des politiques qui soient transversales et non descendantes uniquement? Répondra-t-elle aux besoins démocratiques et d'émancipation qui s'expriment, de reconnaître que chaque personne est porteur de culture et peut participer à la conception des politiques culturelles? Comment remettre de la culture partout et pas seulement pour des publics ciblés? Je pense par exemple au pass culture. Mais aussi dans le monde du travail, par exemple, où on peut regretter la disparition quasi totale des bibliothèques d'entreprise, qui était un lieu qui permettait aussi d'avoir de la culture dans le monde du travail. Le service public culturel n'est pas vu comme un investissement, mais comme une dépense. Et le développement culturel concerne surtout le développement des plateformes numériques payantes. Le ministère de la Culture ne réfléchit plus ses politiques avec les acteurs de la culture, mais aussi auprès des cabinets conseils comme la Macronie sait bien le faire en dépensant des millions d'euros. Alors même que le travail d'expertise des personnels du ministère sont reconnus au-delà du ministère et même au-delà du territoire national. Or, cette expertise peut disparaître sans volonté de transmission. On voit malheureusement de plus en plus une politique des ressources humaines qui n'anticipe pas les départs et qui ouvre des concours trop tard, empêchant un tuilage et un partage de compétences. Je donnerai un exemple, la Bibliothèque nationale de France, la BNF, qui n'a pas anticipé de création de postes pour la réouverture du site de Richelieu, ce qui donne environ 60 postes qui ont été transférés de la bibliothèque de Tolbiac à Richelieu. On déshabille l'homme pour habiller l'autre, mais on ne crée pas d'emploi. Évidemment, cette logique libérale entraîne une perte de sens au travail et une précarisation de plus en plus forte des agents. Je vais évoquer dans un premier temps la précarité au ministère de la Culture car elle a explosé. C'est 54% des agents du ministère qui sont contractuels aujourd'hui. La situation est très dégradée pour les nombreux contractuels du ministère. Certains sont sans cadre de gestion, à la merci d'une négociation de gré à gré de leur rémunération avec leur employeur.
Il y a un décrochage très important pour les agents contractuels de catégorie C, hein, c'est la catégorie la plus basse dans la fonction publique. Il est équivalent à 4 600 € par an par rapport à un fonctionnaire. Donc ce n'est pas un petit décalage. Hein. Enfin, des milliers de contractuels sont payés à un taux horaire sans aucune référence à la valeur du point d'indice. Vous savez qu'en la fonction publique, on fonctionne avec le point d'indice pour la rémunération. Ce sont des précaires occupant des emplois, des besoins temporaires avec des quotités de travail souvent inférieures à un temps complet. La rémunération est très inférieure au SMIC et ce sont essentiellement des femmes. Dans les monuments historiques, faute de concours, de savoir-faire, les savoir-faire disparaissent, comme dans les métiers d'art, spécialité jardinier, alors qu'il y a 82 sites avec des parcs et jardins à préserver. Aujourd'hui, des agents des services généraux du Centre des monuments nationaux en poste depuis plus de 20 ans voient leur poste supprimé et remplacé par de l'externalisation. On les menace de les muter du jour au lendemain, à l'autre bout de la France, ou de les rétrograder. On voyait ça déjà dans le privé, évidemment, lors des fermetures d'usines. On commence à l'appliquer au public pour fermer les services. Un autre exemple, les écoles nationales supérieures d'architecture, les enseignants précaires à temps incomplet composent un tiers de l'effectif. Ce qui nécessite une recherche quotidienne de solutions pour que les enseignements soient garantis, pour que les diplômes soient garantis aussi, pour que la recherche existe, pour les préserver autant que possible le présent et l'avenir des étudiantes et des étudiants. En administration centrale du ministère, comme au Centre national des arts plastiques notamment, les réorganisations et les projets immobiliers sont menés au détriment des missions et des conditions de travail des agents. Les suppressions d'emplois en sont le ciment. Ce sont plus de 400 postes qui ont été supprimés depuis 10 ans en centrale, soit une baisse de 22% des effectifs. Les agents sont en surcharge de travail, parce que les missions ne sont pas abandonnées. Des pans entiers d'expertise, par contre, sont abandonnés, c'est ce qui passe à la trappe en premier. Par exemple, la Direction générale de la création artistique n'est plus en capacité de produire l'Observatoire de la création. Du côté du territoire, ce n'est pas mieux avec les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC. Le nombre de dossiers a augmenté de 30 à 50% selon les services. La bureaucratie a envahi peu à peu l'ensemble des procédures et aucune embauche supplémentaire n'est faite. À cela s'ajoutent les nouveaux outils informatiques qui fonctionnent très mal, qui bug, qui dysfonctionnent. Et souvent, la seule réponse qui est faite aux agents, c'est que les agents refusent le changement ou qu'ils sont trop vieux pour s'adapter. C'est jamais l'outil qui ne va pas. Hein. L'externalisation des missions est de plus en plus fréquente, évidemment. Mais là aussi, les entreprises sont encore plus précarisées et n'ont encore moins les moyens des missions qui leur sont confiées. Je donnerai un petit exemple. Les agents de la société Securitas au Louvre, chargés de la sécurité de l'établissement, doivent travailler depuis 2019 avec la seule dotation de tenue qu'ils ont eue. Certains viennent travailler avec des uniformes déchirés. Cette dégradation générale des conditions de travail et donc de pouvoir mener à bien les missions de service public entraîne une perte de sens du travail et une augmentation évidemment de la charge de travail vu les suppressions d'effectifs. Il y a une enquête à la demande des organisations syndicales qui a été réalisée après la période Covid au niveau ministériel en 2021 par l'Ipsos qui s'appelait « Impact de la crise sanitaire sur le travail et la santé des agents du ministère de la Culture ». Je vous donne quelques chiffres de cette enquête, ils sont très parlants. Depuis le début de la crise sanitaire, 78% des répondants ont connu des périodes de surcharge de travail. Parmi ceux-ci, 45% voient le travail s'amonceler sans pouvoir résorber le retard et 30% ont le sentiment d'être totalement dépassés. Évidemment, quand la charge de travail augmente, les horaires de travail explosent, encore plus avec le télétravail, où la frontière entre la ligne vie privée, vie professionnelle devient de plus en plus floue. C'est 70% des agents qui ont été sollicités en dehors des périodes de travail, des horaires de travail. 43% des agents considèrent que leur investissement dans le travail est moins bon par rapport à l'avant-crise. Le sentiment d'utilité de leur travail a diminué pour 66% d'entre eux. 85% déclarent avoir connu depuis le début de la crise sanitaire, évidemment, du coup, en conséquence, des épisodes de stress en lien avec leur travail, et y compris des troubles physiques, notamment le dos pour 73% d'entre eux. La perte de sens au travail touche tous les agents, y compris la hiérarchie,
Évidemment, les raisons sont multifactorielles, éclatement du ministère, absence de coopération entre les administrations et les partenaires, qui handicapent la conception, la mise en œuvre des politiques et empêchent leur cohérence nationale. La multiplication des outils numériques, comme les tableaux Excel, et la dématérialisation du travail épuisent les travailleurs et éloignent du service public culturel des usagers. Pour terminer, j'évoquerai la situation de l'archéologie préventive comme exemple de marchandisation du service public. L'archéologie préventive a pour objet d'assurer la détection et la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux d'aménagement public ou privé. Le modèle de l'archéologie préventive française est unique en Europe. C'est une exception culturelle qui est menacée, et ce, depuis le départ. L'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, est un établissement public administratif, un EPA, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche. Il a été créé en 2001. Ses missions sont de réaliser des diagnostics pour repérer les sites archéologiques, des fouilles pour sauvegarder les sites trouvés par les diagnostics, la recherche et la valorisation, évidemment, des données. 2 ans plus tard, donc en 2003, il a été mis en concurrence avec des entreprises privées sur la partie fouille. Pas la partie diagnostic, mais la partie fouille. Donc la partie diagnostic depuis le 2003 n'est pas soumise à la concurrence et donc peut être réalisée soit par l'INRAP, soit par les collectivités territoriales. La partie fouille est ouverte à la concurrence avec les entreprises privées, en plus évidemment de l'INRAP et des collectivités territoriales, sur appel d'offres de l'aménageur qui choisit son opérateur. C'est l'aménageur qui choisit l'opérateur. Donc évidemment, il va aller au moins cher. Il y a une particularité importante quand même. Si personne ne répond à l'appel d'offres, ou si l'opérateur qui a répondu est défaillant, c'est l'INRAP qui devient opérateur en dernier ressort. Les entreprises privées n'ont eu de cesse de s'attaquer à l'INRAP, que ce soit en tirant les prix vers le bas, et plus généralement en pratiquant donc, le dumping social, mais y compris le dumping scientifique, qui crée encore plus de concurrence au sein de la sainte compétitivité. Évidemment, pour cela, encore une fois, on dégrade les conditions de travail. Mais aussi par des mesures fiscales, comme bénéficiant du crédit impôt recherche, alors que les opérateurs publics n'y avaient pas accès jusqu'en 2016. Donc entre 2003 et 2016, les entreprises privées avaient accès au crédit impôt recherche, ce qui n'était pas le cas pour le public. Nous, on estimait à l'époque qu'ils n'avaient pas à l'avoir, parce que le crédit impôt recherche, normalement, c'est pour l'innovation, la recherche de méthodologie. Or, les méthodologies de fouille évoluent évidemment avec l'outil numérique, mais pas assez pour bénéficier quand même de crédit impôt recherche. D'ailleurs, on avait, on va dire, eu gain de cause. En 2016, les parlementaires avaient adopté un amendement sur la loi de finances 2016 supprimant le crédit impôt recherche pour les opérateurs privés. Mais le gouvernement, pour empêcher la potentielle faillite de ces opérateurs, parce qu'il faut savoir que le crédit impôt recherche était une des ressources principales pour ces opérateurs, ils ont concédé l'extension du crédit impôt recherche aux opérateurs publics. Comme ça, tout le monde l'avait et les entreprises privées pouvaient continuer à exercer. En 2018, une entreprise privée a formé un contentieux contre l'INRAP auprès de la direction de la concurrence de la Commission européenne concernant un soupçon d'utilisation de fonds publics pour subventionner le secteur concurrentiel des fouilles. L'accusation portait sur l'INRAP et le ministère font ça pour faire baisser les prix de vente et exercer une concurrence déloyale à l'égard des opérateurs privés. Alors que même que la Commission reconnaît dans son avis que les prix de l'INRAP sont toujours plus chers que la concurrence, ce qui s'explique évidemment par une structure, des centres archéologiques partout sur le territoire et des agents formés à payer. Mais ce qu'on peut voir aussi dans cette attaque de cette entreprise privée, outre l'objectif recherché qui est d'affaiblir financièrement l'établissement, le contentieux porte sur une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros depuis 2008. Enfin, si on doit les payer, on est mort. Mais aussi d'asseoir idéologiquement le fait que dans le cadre d'un secteur concurrentiel, les fouilles archéologiques, ce sont les principes de la concurrence libre et non faussée qui valent sur les missions de service public. La Commission européenne considère dès lors que, ça c'est une citation, le marché des fouilles
archéologique préventive a été ouvert à la concurrence en 2003. Les activités de fouille sont des activités économiques et que sur ce marché, l'INRAP est une entreprise comme une autre. Dernière attaque, elle date d'il y a à peine un mois, avec un article qui était sur le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cet article prévoyait que concernant le projet de terminal méthanier flottant en Seine-Maritime, les opérations, je cite, les opérations d'archéologie préventive n'auront lieu que si les travaux d'aménagement sont susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Or, sans détection, sans diagnostic, comment savoir si les travaux vont détruire un site? C'est tout le principe de l'archéologie préventive qui s'écroule par un amendement dans un projet de loi sans lien avec la sauvegarde du patrimoine. Nous avons bien sûr réagi de suite et imposé que le ministère fasse un amendement de suppression de cet article, ce qui a été fait lors de l'examen au Sénat. Mais on sait que ça va revenir à un moment ou à un autre, où lors de projets de grande envergure et ou écologiques, décidés dans la précipitation par Macron, et dont les fouilles archéologiques sont vues comme retardant des travaux indispensables à la sauvegarde de la planète, alors que ce n'est pas l'archéologie qui bloque, mais l'absence d'anticipation de l'aménagement du territoire. Tout n'est qu'une question de programmation. En tout cas, pour nous, on estime, et j'en finis par ça, que le gouvernement joue à un jeu qui nous semble mortifère, d'opposer écologie et archéologie. Merci. Merci beaucoup, Roxane. Et pour ce tour d'horizon aussi précis que terrifiant, je voulais donner la parole à Patricia Koller, justement dans une continuité un peu directe de ces deux interventions. On a pu voir que, on le sait que le néolibéralisme, il impose une crise assez intense des notions de la valeur et des notions de considération de la valeur de la part des pouvoirs publics, où il y a une prédation d'une lecture uniquement de la valeur marchande, de la valeur économique de toute action publique, où voilà, des organismes publics comme peuvent l'être l'INRAP sont qualifiés d'entreprises comme d'autres, et alors qu'il y a beaucoup d'autres notions de valeur dans le registre de l'action publique, notamment celle du progrès humain, qui enregistre autant à l'éducation qu'à la santé et qu'à la culture. Et justement, est-ce que, Patricia, cette lecture par la culture qu'on a, n'est pas justement en lumière peut-être l'aspect le plus intense de cette crise de lecture des valeurs, et comment est-ce qu'on pourrait réagir pour construire peut-être un front commun justement pour ces autres valeurs? Je crois que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup à l'UFISC et dans les échanges assez réguliers qu'on peut avoir. Oui, merci Martin pour cette introduction et puis pour cette invitation à débattre avec vous. Je pense qu'en effet, comme ça a été dit par Eric au début, on est vraiment sur la réflexion autour d'aujourd'hui une nouvelle politique culturelle et sur quoi on peut vraiment les asseoir, au-delà de même de les consolider, peut-être de les affirmer extrêmement fortement. Et on faisait peut-être une anecdote au début. Donc moi, je suis déléguée générale de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, donc l'UFISC, qui est quand même né à la base d'une anecdote justement sur les questions de fiscalité et de marchandisation, puisque nous nous sommes créés pour défendre la fiscalisation des associations et leur association à la logique de lucrativité et justement d'être des entreprises comme les autres, élément qu'on a encore beaucoup aujourd'hui, qu'on ressent encore beaucoup, que ça vienne du niveau européen ou que ça vienne plutôt au niveau de l'État français. On a vraiment besoin de se défendre en permanence pour dire qu'un autre espace économique existe que celui de la marchandisation et de la concurrence. Et vraiment, l'UFISC est né de ça, et c'était le petit jeu de mots à Bercy pour s'appeler Union Fisc. Aujourd'hui,
l'UFIS qui est un peu représentatif de ces associations artistiques et culturelles ou monde de la société civile, de l'économie sociale et solidaire, qui essayent en effet de construire un autre espace artistique et culturel, et qui aujourd'hui, on peut avoir un constat simple, c'est qu'on a 360 000 associations artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire. Donc c'est dire le constat, dans les années 70, elles étaient 7 000. Donc vous voyez bien qu'on est face à un phénomène et à une dynamique, on va dire, de l'aspiration de nos concitoyens et nos concitoyennes à s'intéresser à la vie culturelle, à s'inscrire, à contribuer à la vie artistique et culturelle qui est phénoménale et d'ailleurs qui est en une dynamique croissante permanente. Et pourtant, on reste dans une invisibilisation de ce phénomène du point de vue des politiques publiques et du point de vue de la considération justement de cet espace non marchand que cela crée. Et peut-être justement parce que sur ces questions de valeurs, on a bien vu notamment dans le moment du Covid, nous on a pu l'apprécier vraiment en tant que fédération professionnelle, qu'il y a eu une invisibilisation totale de tout ce secteur, en plus de ce qui nous a été bien dit par Roxane sur le service public et sur le ministère, de tout ce secteur non marchand qui a été totalement invisibilisé, non pris en considération, et peut-être que la culture, en effet, dans sa logique essentielle, n'a pas été prise en compte parce qu'on a vu la crise qui a mis à nu vraiment la sous-valorisation, la disqualification, presque on pourrait le dire, de l'enjeu des relations entre personnes, du lien social, la question de la liberté d'expression, la question même du débat démocratique. Et évidemment que les espaces culturels, mais comme d'autres, on pourrait également avoir dans le champ du social, dans le champ éducatif, dans le champ de la santé, on a bien vu à quel point on avait un manque de considération des métiers, une sous-valorisation de ces métiers qu'on disait souvent en première ligne et qui n'ont pourtant pas été valorisés du tout dans toutes, à la fois dans les conditions de travail, les conditions financières et même la condition symbolique qu'on peut renvoyer sur ces métiers, et qu'aujourd'hui, on voit que dans ce moment post-Covid, là où on peut s'interroger sur en effet les questions d'exception culturelle, c'est qu'on voit qu'on est un peu reparti dans le business as usual. À un moment, on a cru que ce temps du Covid serait un temps de réflexion, justement, où on remettrait la question du sens au cœur de nos actions, au cœur de nos démarches, au cœur des politiques, et que, au contraire, on a été plutôt dans un renforcement, ça a été un peu dit, de plutôt cette logique de privatisation et de soutien aux industries, et qu'aujourd'hui, on est vraiment reparti dans une course, une forme de course à la production, une forme de course en avant, sans prendre en compte les besoins réels d'une société qui, plus qu'en crise, est plutôt sous des formes de domination et de croissance des inégalités de manière profonde depuis maintenant des dizaines d'années, et que la question des nouveaux imaginaires, la question d'une manière de penser autrement, la question des revendications démocratiques, des espaces publics de rencontres, d'échanges, de confrontations, de débats, la question d'avoir des pratiques qui puissent être mises en cohérence avec les valeurs qui sont défendues, la question du prendre soin, la question de la solidarité, et aujourd'hui douloureusement mise de côté et oubliée pour, en effet, comme vous l'avez dit, des politiques qui sont plus dans un cadre de passe culture, de nouvelle marchandisation ou de remise en cause d'un certain nombre de services publics. Alors nous, ce qui nous semble vraiment important aujourd'hui, c'est peut-être justement, au-delà de se mettre dans l'exception, c'est peut-être plutôt de redire à quel point la culture est un droit fondamental, en fait, tout simplement. Et on le porte notamment à travers cette notion des droits culturels qui nous vient justement des traités internationaux et qui peuvent permettre d'être un pilier pour remettre le sens des politiques publiques de façon à la fois assez claire, ça a été dit par Roxane, en indiquant, en se rappelant que toute personne est un être de culture, toute personne est contributrice de la culture, et notamment des arts, avec en premier lieu la défense de ses droits à la liberté d'expression, la défense des droits de création, la défense des droits à la contribution et à la participation à la diversité des ressources culturelles qui, ne faut pas
pas, confondre avec la diversité des produits culturels sur un marché. C'est pas de cela qu'on parle, c'est bien de la diversité des rencontres entre personnes, la diversité des capacités de chaque personne à pouvoir se construire de façon mouvante, de façon expérientielle dans la manière dont elle va rencontrer les autres, et qu'on a aujourd'hui besoin de cette reconnaissance de la diversité des dignités humaines qui s'expriment à travers le sens qu'ils donnent justement à leur existence et qui est l'élément même de la culture. Et il nous semble vraiment qu'aujourd'hui on a besoin, si on veut sortir de la marchandisation, justement peut-être de travailler cette question de l'éthique de la relation, qui n'est pas de se dire on va opposer l'offre à la demande des consommateurs, puisque au contraire on est justement sur du droit fondamental et on est vraiment sur la manière dont on fait société ensemble, la manière dont même on pourrait dire on fait humanité ensemble, parce que c'est une manière de confronter nos libertés, de confronter nos manières d'être, de confronter nos manières de ressentir le monde, et que pour ça on a besoin d'espace. On a besoin d'espace de création, on a besoin d'espace où on peut dire, où on peut se ressentir, où on peut rencontrer l'autre. On a besoin de ces espaces publics-là. Et même si les droits culturels ont été inscrits dans la loi NOTRe en 2015, repris dans la loi création, architecture et patrimoine, repris même dans le Centre national de la musique, dont on n'a pas vu pour le moment beaucoup la mise en place de ces droits culturels, et aujourd'hui même dans la loi sur les bibliothèques. Donc on voit à quel point on commence, en tout cas dans la sphère législative, à les intégrer. On a une réelle difficulté de prise en compte de ce nouveau quelque part paradigme, en tout cas, qui nous permet justement de travailler ces questions de diversité et aussi d'interdépendance des droits. Souvent on se dit comment les mettre en place. On a une multitude de pratiques et d'exemples en fait qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir lire la mise en travail de ces droits culturels. Et il me semble que peut-être, on parlait de valeurs, il y a 2-3 valeurs importantes qui semblent qui nous semblent nécessaires de travailler. Je reviendrai peut-être sur la diversité culturelle. Aujourd'hui, on a des milliers, je le disais, d'initiatives citoyennes, d'initiatives de personnes, artistes, collectifs, habitants, qui sont déployés sur les territoires, et pourtant, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas suffisamment soutenues. On a des conditions de précarité extrêmement fortes. On pourrait citer la situation, par exemple, des compagnies dans tout le champ du spectacle, mais aussi les collectifs d'art plastique, par exemple, qui rencontrent des difficultés incroyables et qui sont soumis justement à cette logique de concurrence de plus en plus forte à travers des appels à projets, à travers une volonté de simplement les considérer sous le prisme d'un circuit économique de production et de diffusion, alors qu'elles sont justement dans des formes de pluriactivité extrêmement fortes et de tissage de liens, de relations sur les territoires, mais pas seulement sur les territoires, aussi parfois de manière internationale, dans des formes de coopération, etc. On pourrait également parler dans cette question de la diversité, de la concentration, on l'a dit sur les médias et l'édition, mais c'est aussi dans les champs de la musique. On a, nous, à nos membres, par exemple, le syndicat des musiques actuelles, qui a une grande campagne sur la question des festivals de musique, dont on voit bien que la question de la valeur économique a complètement pris le pas sur les questions de valeur, de convivialité, de lien que constituent ces festivals, de création que constituent ces festivals. Et puis, évidemment, on a besoin d'avoir cette lutte contre la concentration financière qui s'exprime de plus en plus fortement dans notre secteur. Au-delà de ça, je pense que c'est aussi la question de la responsabilité que nous avons aussi, nous, en tant qu'acteurs artistiques et culturels, et c'est peut-être aussi en ça qu'on remet quelque part un peu en cause l'exception culturelle, au sens de se dire qu'on ne doit pas seulement réfléchir en tant que corporation, en tant que secteur. Il s'agit de faire du lien avec les autres, il s'agit de comprendre qu'on a des formes de transversalité très fortes sur les marchandisations avec le champ du social, de l'éducation, etc. Et qu'aujourd'hui, on a aussi une responsabilité pour voir comment on peut mieux faire démocratie et mieux entretenir, exiger la mise en place de ces droits fondamentaux. Et ça peut se faire avec les initiatives aussi de la société civile, les initiatives citoyennes qui sont justement dans des buts non lucratifs, qui sont
dans ces considérations de coopération et de transversalité au niveau territorial. On pourrait citer les lieux intermédiaires et indépendants, par exemple, qui organisent des lieux plus collectifs, qui proposent des espaces de travail pour justement des artistes qui sont souvent très précaires, qui font du lien avec les associations du coin, avec la MAP, avec voilà, toutes les associations du social ou le champ éducatif, et qu'aujourd'hui on n'a pas véritablement de politique qui puisse permettre de soutenir de telles démarches. Et que ces initiatives, elles permettent justement peut-être de construire une autre logique que simplement la logique de l'expertise, pour aller plutôt sur une logique de participation et de contribution de tous sur ce qui fait enjeu culturel, sur ce qui fait aujourd'hui sensibilité du monde, réflexion sur le monde, et qu'on a besoin de pouvoir aussi, à travers ces débats, à travers ces espaces, construire les communs, construire dans la diversité les communs, et non pas de manière en effet descendante. Donc ça, c'est aussi une responsabilité, je pense, pour réfléchir la question de l'économie aujourd'hui. C'est comment on remet de la démocratie aussi dans l'économie, et comment on repense nos valeurs de solidarité. C'est peut-être mon dernier point sur justement plus cette question de l'économie. Comment est-ce que évidemment, face aux inégalités extrêmement fortes qu'on a entendues dans les conditions de travail, mais qui sont aussi des inégalités sur les territoires, sur la question de la ruralité, les questions des quartiers populaires, etc., on arrive en effet à des formes plus fortes de redistribution. Alors que on analyse plutôt des formes de concentration des moyens aujourd'hui. Comment est-ce que même on reprend une capacité d'imaginaire sur l'économie, pour ne pas la considérer seulement du point de vue marchand, mais peut-être de reprendre un peu ce que nous disait Karl Polanyi sur la réintégration, le réencastrement de l'économie dans le social, et se dire que l'économie, c'est l'économie publique de la redistribution, mais c'est aussi l'économie non monétaire, c'est aussi l'économie domestique. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre nous, de se dire qu'il y a beaucoup du travail, il y a beaucoup des formes économiques qui ne sont pas considérées, qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas prises en compte, et peut-être que justement par rapport au travail artistique, au travail culturel que nous avons à faire, nous avons une capacité de repenser cette dimension plurielle de l'économie. Et ça se fait aujourd'hui tous les jours dans des pratiques dans les structures, à travers évidemment des formes de bénévolat, de mutualisation, de solidarité, mais aussi des formes peut-être encore plus renforcées qu'on appelle des processus de coopération sur les territoires, où on va avoir plusieurs structures qui vont non plus s'inscrire dans une forme de structure expertes, mais plutôt qui vont se décentraliser, qui vont plutôt aller sur des formes de réseau, faire confiance plutôt à le fait de ne plus avoir, nécessairement le centre expert, mais plutôt la participation de tous. On parlait très rapidement de la question du numérique. On pourrait prendre l'exemple de Framasoft, par exemple, qui, dans le milieu du libre et justement de la résistance aux GAFAM, a souhaité pouvoir créer des réseaux complètement décentralisés à travers ce qu'on appelle des chatons. Je ne vais pas rentrer dans le côté trop technique, mais justement de ne pas être la structure qui développe tous des logiciels qui soient disponibles pour adopter le libre, mais plutôt faire confiance au réseau. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit ça sur le territoire, on a vraiment besoin de travailler beaucoup plus cette interrelation, ces logiques de réseau, et de former un peu ce qu'on appelle des projets culturels de territoire, ou même des processus culturels de territoire, et qui puissent organiser cette solidarité. Et peut-être juste dernier mot, parce que je suis peut-être un peu longue, sur la question, parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises, de l'espace européen, et justement ça a été le dernier exemple que Roxane citait. Je crois qu'il faut aussi qu'on se dise quelle est la stratégie que l'on peut avoir là-dessus, parce que
l'exception culturelle qui confirme la règle, c'est peut-être un petit peu le défaut dans lequel, en effet, on s'est inscrit ces dernières années. On sait que, par exemple, que la culture, c'est un peu technique, est inscrite dans le règlement général d'exemption par catégorie en ce qui concerne les aides d'État, mais ce n'est pas toute la culture. Et puis, c'est une exception. Donc, une exception, ça n'est pas une stratégie de former des services d'intérêt général à un niveau européen. Nous avions beaucoup travaillé avec plein d'autres associations, pas seulement des associations du champ culturel ou des services publics du secteur culturel, mais aussi du social, aussi de l'éducatif, pour travailler à la notion de service d'intérêt général non économique, pour justement avoir un espace qui a des critères qui ne se retrouvent pas dans ce champ de la marchandisation et de la concurrence, parce qu'on est en capacité de penser autrement l'économie. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a aussi une stratégie à défendre qui soit beaucoup plus forte que simplement celle d'être une exception sur une liste à la concurrence libre et non faussée, mais plutôt vraiment d'ouvrir un espace d'imaginaire différent là-dessus. Voilà, j'aurais pu parler de plein d'autres choses autour de la question de la transversalité et de cette nécessité de mener combat ensemble, mais voilà, ce sera peut-être pour le débat si on a le temps. Merci beaucoup. Sans plus de transition, je donne directement la parole à Sarah pour une réponse peut-être sur l'ensemble de ces interventions. Je sais que c'est dense et compliqué, mais... Merci Martin pour la tâche. Non, donc je ne pourrais pas répondre évidemment à l'ensemble de ce qui s'est dit, mais j'ai trouvé ça extrêmement riche et je trouve que cette question de l'exception culturelle et la façon dont en fait nos invités nous invitent aussi à la remettre en cause, à la bousculer un peu, ouvre énormément de champs. Bon, peut-être que après, voilà, à la fois ces constats un peu alarmants, ces pistes qui ont été données, et puis aussi cette alerte méthodologique sur en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de ce concept d'exception culturelle et quel est le danger en tout cas à maintenir cette idée d'exception sans l'interroger. J'aboutirai peut-être sur quelques mesures, quelques batailles que j'identifie qu'on peut mener là, mais quand même, pour répondre à cette question-là, en finir avec l'exception culturelle qui confirme la règle du marché, qui est prédominante ailleurs. Je trouve que cette piste, elle est passionnante parce qu'en fait, elle nous repose la question de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit l'exception culturelle ? Et c'est plutôt peut-être s'interroger sur la culture et les arts aux avant-postes de ce que nous avons à inventer comme modèle. Voilà. Et du coup, continuer à parler d'exception culturelle, non pas sur un mode défensif, mais sur un mode offensif. Voilà un peu ce que j'ai envie de poser comme débat stratégique. C'est comment est-ce qu'on reprend de façon offensive cette question des arts et de la culture. Comment nous ne sommes pas ici dans un débat sectoriel sur qu'est-ce qu'on va faire pour sauver le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver les artistes, pour sauver les pratiques artistiques, les consommations culturelles, etc. Voilà, et donc, bon, je ne fais qu'ouvrir le chantier, hein, je ne prétends pas avoir la réponse, mais je pense que c'est un enjeu majeur pour nous dans ce quinquennat, en fait. Sinon, on va se faire bouffer tout cru. Exactement comme pour la question, finalement, de la santé et de l'éducation. Voilà, d'abord, donc, premier élément, non, effectivement, on n'est pas en train de vivre quelque chose d'à part dans le secteur de la culture, en fait. On est en train de vivre la démonstration, et alors là, je crois que vous l'avez montré, ce que tu as dit sur le ministère de la Culture, voilà, en fait, tu le déclines, tu montres sur la question par exemple de l'archéologie préventive, mais enfin c'est exactement la même stratégie qui a été à l'œuvre dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation nationale, dans globalement tout ce qu'on peut appeler nos biens communs, et où là aussi on parle de modèle l'exception culturelle française. Il y a aussi l'exception de la sécurité sociale française, il y a aussi l'exception du modèle éducatif français. Donc en fait il y a aussi ce rôle de la France à l'international à un moment de mettre ce coup d'arrêt au marché et de poser d'abord la question des besoins. Et je crois qu'on est dans un moment fondamental, dans un moment où en fait, un peu comme cette période de la libération où en fait on a remis un peu le monde à l'endroit. Hein. En France, alors il y a eu des périodes comme ça, plusieurs périodes révolutionnaires. Puis je crois que la dernière en date, c'est vraiment la période du CNR, où on repose les choses à l'envers. La question des besoins, la question des communs, la question de la préservation vis-à-vis du domaine marchand. Et il y a des secteurs comme ça. Et donc je pense que la première des choses, c'est que si on commence à se dire qu'on est à part, ça veut dire que
ça veut dire qu'on déconnecte. Par exemple, là, c'est quoi la rentrée sociale? Les questions de pouvoir d'achat, les questions de super profit, la question cruciale que nous avons à nous poser de la montée de l'extrême droite, la question cruciale de l'atteinte aux libertés, à la démocratie. Alors vous allez vous dire, mais elle est hors sujet, la fille. Ben non, ce que je suis en train de dire, c'est comment est-ce que toutes ces questions-là qu'on discute ici, comment on les insère dans cette bataille de la rentrée sociale? Comment est-ce qu'on ne se dit pas, on est un secteur à part, qui a ses petits questionnements à part? Comment aujourd'hui on se dit que la question du pouvoir d'achat, c'est aussi la question de l'accès aux arts et à la culture. C'est aussi cette question-là. On ne décorrèle pas la question de l'augmentation du prix de l'essence et du prix de l'EDF au fait qu'aujourd'hui, les gens ils payent mensuellement des abonnements à Amazon, à Netflix, à Canal+, ou que sais-je, parce que c'est au bout d'un moment comme ça que c'est construite la distribution et la consommation culturelle aujourd'hui. Je prends juste cet exemple-là, mais en réalité, si vous regardez le panier d'un Français là à la rentrée, regardons aussi ce qui est de l'ordre de ce qu'il doit payer pour accéder à effectivement un droit fondamental qui est celui de l'accès aux arts et à la culture. Et ce qu'il doit payer éventuellement pour aussi, lui, être créateur. Quel espace il doit ouvrir. Et puis, on va se poser la même question sur quand on pose la question des super profits. Qui profite? À qui profite le crime? À qui profite la crise? À qui a profité le Covid? Et alors, pardon, mais n'enlevons pas les industries, certaines mastodontes culturelles de ce lot-là, qui ont abondamment profité notamment du Covid, etc. Donc, premier aspect. Et du coup, en cela, vraiment, merci pour la perspective que tu as ouverte d'emblée en disant, voilà, est-ce qu'il faut s'accepter? Ben non, on ne s'accepte pas, sinon on va s'accepter de tous les combats de la rentrée, en fait. Donc ça, c'est la première des choses, c'est, nous sommes, ce qui est décrit là, les offensives qui sont décrites là, ce sont des offensives massives du néolibéralisme, d'un néolibéralisme qui devient autoritaire, qui nous prive de droits, et qui a utilisé, dans une stratégie du choc, qui a utilisé le Covid. Et du coup, je pense qu'il faut contrer frontalement cette idée selon laquelle, pendant le Covid, il y aurait eu une espèce d'amortissage, et qu'on a limité la casse dans le secteur. Non, pendant le Covid, effectivement, on a posé la question de ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Et bim, on en a profité pour enlever tous les secteurs d'émancipation, c'est-à-dire le débat démocratique, ça il a fallu le mettre sous le boisseau avec le Covid, et puis la création artistique, et puis la consommation artistique, les salles de spectacle, les salles de cinéma. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard si on ferme en même temps les lieux de débat politique et les lieux de débat, des lieux de vie, de partage et d'émancipation culturelle collective. Et c'est pas non plus un hasard si dans ces moments-là, les seuls lieux qui réouvrent sous l'initiative des salariés, c'est les lieux de culture. Voilà. Qu'au moment du Covid, c'est pas un hasard si, à un moment de mise sous le boisseau du vivre ensemble, à un moment de confinement, d'isolement, eh bien, les lieux qui sont occupés, ce sont les lieux de culture, et c'est des lieux où on va faire des AG, et où on va poser la question de la démocratie. Voilà. Donc non, pas un secteur à part. Après, cette question d'exception culturelle, elle nous permet, en réalité, elle nous permet d'être à la pointe. Elle nous donne une responsabilité. Elle nous donne une responsabilité qui est celle de parler d'un modèle. Et on peut en faire un modèle français. Moi, je pense que c'est utile. Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une perte de repères aussi qui fait qu'on se demande sur beaucoup de terrains ce que la France a joué comme rôle. On est aussi dans un moment de crise géopolitique. Enfin, je pense qu'il faut articuler à tout ça. Donc aujourd'hui, de parler de modèle français, parler de ce que la France dit à l'international, de ce que la France peut porter comme modèle, c'est quelque chose qui peut parler. Et là, on a cette question du modèle culturel français qu'on peut mettre en avant. Et du coup, où on peut poser la question de réinsuffler du sens. Réinsuffler du sens à toutes nos pratiques culturelles, réinsuffler du sens à nos vies. Et en fait, là, c'est là où, oui, il y a une forme d'exception, non pas exception culturelle française dans l'idée que c'est une exception à la règle, mais il y a une forme de spécificité du domaine des arts et de la culture dans leur rôle d'émancipation. Voilà. Dans leur rôle d'émancipation et dans leur rôle de rassemblement, dans leur rôle de... tu as parlé du lien, tu as parlé très bien de tout ça, tu as parlé même en termes de structuration de ce domaine-là, en termes matérialistes. Eh bien oui, les associations. Donc c'est un domaine où en réalité, d'autres modèles d'association existe que le modèle d'association le modèle de production collective au sein de l'entreprise. Voilà. Mais c'est aussi un modèle où il y a des entreprises
Voilà. Et il y a des entreprises qui ont toujours pris une forme un peu particulière du fait de l'exception culturelle. À quoi ressemble aujourd'hui, ressemble notre industrie culturelle française? Il y a quelque chose à en dire, je ne sais pas, regardez le cinéma français, ce qui a été le cinéma français, ce que peut rester ou peut devenir à nouveau le cinéma français. Eh bien là, il y a aussi une question de comment est-ce qu'on préserve un tissu, y compris un tissu industriel et d'industrie culturelle française, qui était caractérisé par des petites unités, une diversité, une très grande diversité, ce qui fait qu'à la fin, vous avez une diversité de création, vous avez des cinémas qui sont produits, et vous n'avez pas d'uniformisation, et derrière, c'est des questions aussi idéologiques, c'est-à-dire que vous avez aussi une diversité de regards sur le monde. Donc c'est aussi ces questions-là qu'on doit pouvoir poser à travers cette question d'exception culturelle. Alors, avant d'en venir aux batailles et aux mesures, pour revenir, parce que la question du Covid n'a pas été, en fait, finalement, beaucoup, finalement, on l'a un petit peu évincé, mais juste pour dire quelque chose, parce que c'est pas seulement la crise du Covid, c'est l'entrée dans un monde, l'entrée dans une séquence caractérisée par des crises à répétition, qui vont avoir pour cause principale la situation d'urgence écologique dans laquelle nous sommes. Et on l'a vécu cet été, c'est en fait l'arrivée d'un grand nombre de phénomènes qui bouleversent entièrement nos façons de vivre et qui, du coup, reposent de façon cruciale des choses qui étaient un peu perçues comme has-been il y a 10 ans. Il faut qu'on se le dise. Le service public, la question des services publics, déjà remise sur le devant de la scène par les Gilets jaunes, là devient une question majeure depuis la crise sanitaire, et une question majeure maintenant qu'on est toutes et tous face à la question d'une planification écologique. Donc cette question des services publics et des biens communs, eh bien oui, le domaine des arts et de la culture, c'est un domaine en fait qui permet de repenser la question des services publics et des biens communs. La question de la délibération collective, qui rappelait que tout ça s'est fait sous secret défense, voilà, donc la question du Covid, elle a reposé cette question-là, et la délibération collective, évidemment qu'elle est au cœur des pratiques, de la question des pratiques artistiques et culturelles, et enfin, la dernière, c'est la question du sens. Je pense que quand on parle, par exemple, de démission massive dans des pans entiers de l'économie, voilà, de gens qui ne sont plus prêts à faire le métier qu'ils faisaient parce qu'ils se reposent la question du sens de leur métier, du sens de leur travail, du sens de la valeur. Là encore, le monde des arts et de la culture, la question de la place émancipatrice qu'a la culture et qu'ont les arts dans notre vie, en fait, c'est pas seulement un outil essentiel, mais ça va être un vecteur essentiel de cette question sur le sens. Alors du coup, les batailles. Et oui, et dernière chose sur les imaginaires, ça a été évoqué. La question des crises de la crise sanitaire, mais aussi des crises écologiques devant nous. Vous voyez, Macron qui dit la fin de l'abondance. C'est passionnant comme idée en fait. C'est honteux de dire c'est la fin de l'abondance au moment où se gavent les super profiteurs de crise. Mais enfin, nous, quand on parle de culture et d'art, la fin de l'abondance, ça veut dire un changement de paradigme peut-être. Ça veut dire, en fait, il utilise, s'il parle de fin de l'abondance, c'est qu'il sent bien qu'il y a des gens à qui ça va parler. Cette question de la sobriété, sa question de nouveaux imaginaires, un certain imaginaire de l'abondance qu'il y avait, même si en fait dans cet imaginaire de l'abondance, vous aviez 5 milliardaires qui se gavaient et les autres qui trimaient déjà, mais un imaginaire de l'abondance, un imaginaire hérité des 30 Glorieuses. Et là encore, je pense que cette question des nouveaux imaginaires, elle va être cruciale. Donc au niveau des batailles, juste quelques éléments. Première bataille qu'il a fallu mener là, c'est la question de l'audiovisuel public. Et je pense qu'elle doit nous donner des leçons. Cette question de la suppression de la redevance, c'est encore une fois la démonstration. Que les questions sur le dos sous couvert de questions de pouvoir d'achat, évidemment qu'ils vont s'en prendre à tous les secteurs, et tous les secteurs qui sont les secteurs qui étaient jusque-là relativement préservés du domaine marchand. Et donc, sous couvert de pouvoir d'achat, on supprime une redevance. Mais pourquoi est-ce que ça passe ? Pourquoi est-ce que dans l'opinion publique, pour moi, ce n'était pas facile de défendre, de s'opposer à la suppression de la redevance? C'est qu'entre-temps, auparavant, on a savamment bien cassé le service public, on a bien discrédité l'audiovisuel public. Beaucoup de gens se disent ça ne nous appartient pas, ça ne nous représente pas, nous ne sommes pas maîtres. Où est la délibération collective dans les programmes de France 2? Je caricature, mais c'est ça. Finalement, à quoi ça sert tout ça? Et on a savamment oublié
notre modèle d'exception culturelle française, qui est que, pardon messieurs, dames, mais l'audiovisuel public, c'est pas seulement la redevance, c'est pas seulement votre télé que vous payez, c'est pas seulement l'information et le droit de voir Léa Salamé sur France 2, hein, parce que sinon, voilà, c'est tout simplement rien de moins que le financement d'une part immense de la création culturelle cinématographique, audiovisuelle française. Et ça, c'est ce qui est la partie non visible de l'iceberg, si je puis dire. Et c'est là où, évidemment, les Françaises et les Français, quand on leur dit on vous supprime leur redevance, on ne leur dit pas c'est fini les séries françaises, c'est fini le cinéma français, c'est fini même l'accès au Tour de France par une télévision publique française. Peut-être qu'il faudra que tu payes ton abonnement Amazon. Voilà. Et donc, il y a une vraie question pour nous de la façon dont on se saisit de cette question-là et on repose la question de ce que devrait être un service public de l'audiovisuel, y compris en termes d'indépendance vis-à-vis du pouvoir public, y compris en termes de mainmise citoyenne et collective et populaire sur nos services publics. Parce que, et c'est là un vrai sujet, quand tu parles du ministère de la Culture, pour que tes combats, pour que les combats des agents du ministère de la Culture ils soient entendus, il faut aussi que l'ensemble du peuple se dise mais c'est mon bien commun ce ministère de la Culture, c'est pas un gouvernement et tout. Donc du coup, dans les mesures qu'on prendra et qu'il faudra porter, évidemment, nous porterons la question, au moment du budget, la question du 1% du PIB pour le ministère, enfin pour la culture. Bon, 1% des dépenses publiques, pardon, j'ai dit du PIB. 1% du PIB, bien sûr, oui, donc consacré. Voilà, ok. Consacré à la dépense publique pour la culture, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si on dit que ministère, on loupe des éléments. Ok, donc effectivement, à la dépense publique pour la culture. Mais là, il y aura vraiment cet enjeu, quoi. C'est-à-dire que vous savez bien qu'à chaque fois qu'on parle de budget, on nous dit ah oui, mais bon, c'est ça qui s'est passé avec tous les services publics. Bon, bah, on a cassé le service public, donc on ne sait plus bien à quoi sert. On ne sait plus bien à quoi sert, par exemple, le ministère de la Culture. On ne sait plus bien ce qu'il fait. Non. Donc d'abord, c'est 1%, c'est une façon de redonner du souffle et de redonner du temps aussi à l'ensemble des politiques culturelles de penser le temps long et de redevenir offensif sur ces questions-là. Parce que ce qui s'est passé avec la baisse des budgets, c'est qu'au bout d'un moment, vous finissez par tomber dans des petites routines et dans la mise en concurrence des différentes structures culturelles locales, qui parlait des DRAC, etc. C'est-à-dire que du coup, du fait qu'au plus près du territoire, ce que vont vivre les gens, c'est finalement des principes d'essayer de sauvegarder des structures plutôt que de penser quel est le déploiement sur l'ensemble du territoire d'un accès égalitaire à la culture. On n'est plus dans ces questions de déploiement, on est dans ces questions de comment on fusionne. Voilà. Et puis, les grands combats, la question, d'abord, la diversité, de la vitalité de l'offre culturelle, ça passera par un grand combat contre la concentration. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une bataille que j'essaierai de mener d'une façon ou d'une autre, sans doute sous la forme d'une proposition de loi. On verra dans quelle mesure ça peut s'articuler à des campagnes avec le livret culture, mais contre la concentration, et la concentration à voir en un sens très large, et à la concentration de notre industrie culturelle et médiatique. Et là encore, il faudra tout tenir ensemble. Il faudra tenir ensemble les questions démocratiques, la question de l'offensive de Bolloré, qui n'est pas un petit sujet. Hein. C'est un sujet d'ordre démocratique. C'est la question de la mainmise, voilà, d'une certaine mainmise sur les émotions liées aux arts et à la culture, la mainmise du marché dessus et la mainmise d'une idéologie d'extrême droite dessus. Donc la lutte contre la concentration, et il faudra aussi poser cette question-là, y compris au niveau local. Hein. Ce n'est pas seulement les mastodontes, la concentration de l'industrie culturelle, mais peut-être faudra se poser la question de la concentration aussi des structures publiques, hein, puisqu'on est toujours dans ces logiques un peu de fusion, qu'on est dans ces logiques de création de complexes culturels sur le territoire qui en réalité nous dépossèdent d'un certain nombre de structures beaucoup plus près des gens. Bon, tu dois connaître ça très bien. Il y a la question, après, ça me mène à la question de l'accès à l'offre culturelle et à la création culturelle. Moi, je pense que la question des tarifs, elle va devoir se poser et qu'en fait, elle a toute sa place dans cette question actuelle du pouvoir d'achat et de la vie chère. La place de cinéma, c'est aussi un des enjeux de la vie chère. Voilà. Pour sortir, parce que sinon, on va s'enfermer dans ces questions d'essentiel et d'inessentiel et se dire, bah oui, bah alors là, on a un enjeu, nous, à dire que peut-être que le blocage du prix de la place de cinéma, il est important. Il n'y a pas que le blocage du prix des produits de première nécessité. C'est quoi des produits de première nécessité? Bah, peut-être que la place de cinéma, à un moment, on peut poser cette question-là. Et le blocage du prix de la place de cinéma, en fait, il soulève énormément d'autres questions et il nous permet de renouer avec ce que c'est que l'exception culturelle
française, c'est-à-dire de renouer avec cette grande tradition, soit du prix unique, cette tradition de la capacité à fixer les prix et la capacité à ne pas laisser le marché fixer ses prix. Et puis, dernier grand combat, à mon avis, l'enjeu des plateformes, de la lutte contre les plateformes. Et je pense que c'est là-dessus que nous avons les plus grands défis, y compris en termes, nous, de ce que nous avons à proposer comme modèle alternatif. Parce que le réflexe aujourd'hui, c'est de dire, face aux plateformes, ayons nos propres plateformes, c'est ça en fait qui s'est produit, et sous couvert de ça, c'est cet alibi-là qui permet l'hyperconcentration et qui permet de dire on va fusionner TF1 et M6. C'est toutes les logiques qu'on connaît déjà très bien, qui sont les logiques dont le néolibéralisme est complètement fan. Marchandisation par la concentration, les monopoles, les holdings qui vont bouffer tous les petits. Nous, on doit opposer notre modèle qui est celui de la redistribution. Quand il y a des gros et des petits, chaque euro fait par les gros doit bénéficier aux petits. Et c'est à mon avis sous cet angle-là qu'on doit prendre la question des plateformes, puisqu'il existe des énormes plateformes qui se gavent. Premièrement, elles vont payer leurs impôts en France parce que ça suffit, ça c'est la base, et parce que nous, on est un modèle de redistribution et c'est pas elles qui vont remettre en cause notre modèle fiscal français, premièrement. Et deuxièmement, on va mettre en place des systèmes qui vont les contraindre à financer notre beau cinéma français, à financer nos séries françaises, et mais pas les financer en décidant les gens qu'elles vont sélectionner, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. La contrainte sur les plateformes, c'est en fait le loup dans la bergerie, la possibilité pour le loup de décider quels sont les petits moutons qu'il va aider. Non, on va prendre, et nous, par des structures publiques du type de celle du CNC, qui est un modèle, par des structures comme celle du CNC, de ce genre-là, on va organiser la redistribution, on va organiser la vitalité, la diversité de notre création culturelle en mettant à contribution drastiquement les plateformes. Voilà un peu les grands enjeux, les grands combats, je pense, qu'on peut mener, où on peut poser cette question de l'insertion des combats des arts et de la culture dans notre réappropriation collective, notre avenir en commun qui se réapproprie face aux offensives ultra-libérales, mais aussi ultra-conservatrices et d'extrême droite auxquelles on est en train d'assister. Merci beaucoup Sarah et merci à toutes et tous nos intervenants. Alors on prévoyait un temps de discussion entre nos intervenants, mais vu que l'heure file, on peut pas être... Je suis désolé, on va prendre je pense qu'une seule série de questions auxquelles on répondra. Après on pourra continuer bien entendu à discuter entre nous de manière plus informelle. Alors du coup ça va se passer avec le micro. Vous demandez aux personnes qui poseront les questions de venir au niveau de ce premier pilier, parce qu'on a une question de distance avec le micro sans fil. Donc je propose madame devant, peut-être monsieur là, et Emmanuel qui est juste là. Bon, je vais même faire un effort surhumain, je vais me lever. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier tous pour vos interventions. La culture, c'est pas mon métier du tout, mais c'est par contre juste un moteur essentiel à ma vie, plus particulièrement la musique, mais pas que. Donc tout ce qui se passe à l'heure actuelle, pour moi, c'est beaucoup de colère. Ce qui se passe au niveau de la culture, peut-être plus. Et votre intervention m'a presque tiré des larmes, tellement ça m'a ému. Parce que ça a remué des trucs, ça a remué des trucs très violents pour moi. Cette année, l'année dernière, j'ai participé un peu par hasard à l'occupation d'un théâtre chez moi à Chambéry. C'est un lieu où j'ai beaucoup appris. J'ai vu des choses que je ne connaissais pas. J'ai rencontré beaucoup de gens, des artistes, des techniciens, dans plein de domaines. J'ai participé à beaucoup d'actions collectives, et notamment à l'organisation et au truc. Et on a fait une manifestation absolument fabuleuse le 23 avril, qui pour moi va rester dans les annales des trucs. Voilà. Maintenant, j'ai une question. En tant que particulier, qui n'est pas du métier,
en tant que militant multicarte, on va dire, comment je peux m'impliquer sur le secteur plus précis de la culture et avec quelle aide, avec quel conseil, avec quel... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on a monsieur en orange et ensuite... Bonjour. Moi, j'aurais une question pour vous en particulier. C'est les entreprises privées qui peuvent faire de l'archéologie préventive. Qui leur donne l'autorisation de faire de l'archéologie préventive. Et vous avez parlé du fait qu'ils tirent les coups vers le bas, mais du coup, c'est quoi la qualité de leur intervention? Et est-ce que c'est pas aussi au détriment de la qualité des fouilles et de ce qu'on va pouvoir trouver et conserver? Voilà. Merci beaucoup. On prend encore deux, peut-être en réponse. François, juste là. Et ensuite, en effet... Merci. Roland. Je veux juste préciser quand même de l'endroit d'où je parle, c'est-à-dire que je suis professionnelle du spectacle, dans le spectacle vivant. Je suis administratrice de compagnie théâtre depuis bien longtemps et je suis présidente d'un syndicat qui s'appelle le SINAVI, qui est le syndicat national des arts vivants, c'est-à-dire que c'est le syndicat des compagnies et lieux indépendants et qui est une des structures cofondatrices de l'UFISC. Voilà. Je voudrais juste, j'ai été tout à fait intéressée par tout ce qui s'est dit là, et évidemment, je rejoins un certain nombre de constats, et nous rejoignons un certain nombre de constats qui ont été faits. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que l'infiltration de la pensée néolibérale dans les politiques culturelles, elle n'est pas que dans l'opposition entre... et je ne veux pas du tout caricaturer ce que Sarah a dit, mais dans l'opposition des plateformes et du privé et du public, elle a aussi infiltré, je pense, très très profondément la façon dont, y compris des professionnels, exercent leur profession. La théorie du ruissellement, par exemple, elle est le fondement, finalement, de la plupart des politiques publiques, et notamment dans le spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on donne aux structures qu'on connaît, à ceux qu'on appellerait les gros, les scènes labellisées, et en se disant que ça va ruisseler jusqu'aux compagnies, d'abord les plus grosses, les plus instituées, les plus petites, enfin celles que nous appelons celles du tiers secteur, et puis ça va finalement arriver par permettre de créer de l'emploi. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pertes dans ce chemin-là. Il y a une autre question, c'est celle de la redistribution. C'est-à-dire que dans tous les domaines de la société, on défend, quand nous sommes des gens de gauche, on défend l'idée de la redistribution. Et combien de fois on s'est retrouvé face à la question des subventions, notamment, en disant « Oui, mais tu comprends bien qu'on ne peut pas déshabiller Paul pour déshabiller Jacques. » Pourquoi ? Quand Paul a des millions de subventions, pourquoi est-ce que Jacques ne peut pas en avoir quelques milliers qui parfois sont suffisantes pour créer un spectacle, je parle du domaine que je connais, pour salarier des gens, pour tout simplement fonctionner correctement en étant dans les règles de ce qui est les conventions collectives, les lois du travail, etc. etc. Donc, et ça, si on le transfère dans n'importe quel domaine, mais on hurlerait d'indignation. Par contre, dans le domaine culturel, ça gêne personne. Enfin, si, nous, ça nous gêne, mais on est quelques-uns que ça gêne, mais ça ne gêne pas tout le monde. Et puis, il y a ce recours systématique aux appels à projets et même aux appels à manifestation d'intérêt. Ça, c'est le nouveau truc. Enfin, c'est pas très nouveau, mais c'est un peu systématique. Et je tiens à dire qu'il y a certaines villes qui, aujourd'hui, construisent une partie de leur politique culturelle comme ça, y compris, je pense à Lyon, là, en ce moment. Il y a des lieux qui sont en train d'être fermés à cause de ça, qui ne sont pourtant pas des villes de gauche. De droite, je veux dire, pardon. Beau lapsus. Excusez-moi.
qui ne sont pas censées être des villes de droite, hein, et où il ne faut pas confondre l'appel à manifestation d'intérêt et la construction de politiques publiques. Mais tout ça, ça infiltre, quelles que soient les raisons pour lesquelles on fait un appel à manifestation d'intérêt. Oui, il faut du renouvellement à la tête des équipements, c'est absolument nécessaire, mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. La deuxième chose, c'est que c'est l'état des services, des DRAC notamment, on le connaît. Je tiens à vous le dire, on le connaît parce qu'aussi on le vit au quotidien. C'est-à-dire que ce principe de dossiers de plus en plus et de bureaucratie de plus en plus forte, nous on le vit au quotidien parce que tout simplement les financements n'arrivent pas. Et ça a un impact direct sur le fait de pouvoir payer les salariés qui sont les nôtres. Et qui sont, parce qu'on n'a pas de fonds propres. Hein. Donc, et je pense que cette politique-là, elle a un but à la fin, c'est de nous faire abandonner ce modèle et de nous faire abandonner le recours au financement au profit, justement, d'appel à manifestation, au profit du privé, au profit des fonds de roulement propres qui viendraient notamment de la question, qui viendraient notamment des financements des fondations, etc. Et enfin, juste une petite chose. Patricia, tu parlais des différentes économies qu'on a oubliées. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et notamment, il y en a une qui s'appelle l'économie du sensible, qu'on a théorisée depuis bien longtemps. On en parlait à Art Factories autre part, notamment il y a une bonne dizaine d'années. Enfin, ce sont des choses qui sont absolument nécessaires à retrouver. Elle nécessite de reconnaître l'expertise de chacun. Elle nécessite aussi de considérer que l'expertise n'est pas que la question des experts. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est inscrit dans la loi LCAP, la loi sur la création, l'architecture et le patrimoine. La concertation dans les politiques publiques est inscrite. Je finis, pardon. La concertation des politiques publiques est inscrite et on s'assoit dessus depuis 2016 maintenant, ou 2017. Voilà. Elle est inscrite, elle doit impliquer les professionnels, les élus évidemment, tous les services de l'État, mais aussi les habitants. Et ça, c'est une façon justement, madame, de pouvoir s'y impliquer. Alors je suis infiniment désolé comme on explose le temps. N'inquiète pas, on va devoir lancer les réponses maintenant et ensuite on fera des discussions plus informelles. Je suis désolé pour celles et ceux qui avaient levé la main, parce qu'en plus on a l'emploi du temps, des élus occupés. Alors du coup la première question c'était comment s'impliquer dans le secteur culturel sans en être. Peut-être Patricia, tu souhaites y répondre ou s'il y a d'autres aussi. Mais je suppose que tu peux avoir des éléments de réponse. Non, mais oui, en effet, je pense que on voit bien sur ce que je disais sur le terrain associatif qu'il y a vraiment une capacité de mobilisation des personnes, des habitants, mais de tout citoyen, et pas seulement à travers une entrée d'une association artistique et culturelle. Vous disiez la musique, mais pas seulement, mais aussi à travers des associations qui travaillent dans l'éducation, évidemment l'éducation populaire, le social, etc., qui ont maille à partir avec cette dimension du sensible, avec cette dimension culturelle. Et puis pour aller peut-être plus loin, puisque Emmanuel commençait à aborder la chose, je pense aussi la question aujourd'hui de la co-construction sur les territoires qui est vraiment absolument indispensable si en effet on veut renouer avec des logiques démocratiques, c'est prendre en compte ces initiatives citoyennes pour construire l'action publique, ne pas les mettre de côté, ne pas simplement faire de la récupération. En effet, c'est aussi ce qu'on voit, on a vu les lieux intermédiaires qui en effet aujourd'hui sont des lieux qui sont directement construits par les collectivités territoriales par exemple, et qui justement enlèvent de la capacité aux habitants, aux personnes qui auraient pu se mobiliser, qui souvent se sont mobilisées au départ dans la construction de ces lieux, avec tous les enjeux qu'il y a autour des questions de gentrification, de problèmes immobiliers, etc. Il n'y a pas suffisamment d'aide justement à la création active des habitants de leurs structures et qui sont des structures généralement plurielles, avec la question de la création artistique, de l'accueil des travailleurs artistiques, de l'accueil des opérateurs culturels, mais aussi du lien avec les habitants et de toutes leurs activités. Donc là, je crois qu'on a en effet besoin d'avoir des espaces beaucoup plus pluriels. Il faut qu'on revienne à la question de l'espace culturel comme un espace de vie, comme quelque chose qui peut mêler le travail indispensable, parce que c'est un travail de recherche artistique, de création, etc., mais aussi
vraiment d'implication de la diversité des personnes et de leur rapport et de leur expertise propre. Voilà, donc peut-être y répondre comme ça et vraiment redire cette importance d'aujourd'hui de la concertation et de l'implication démocratique des personnes et des professionnels ou des organisations collectives dans la construction des politiques publiques. Merci beaucoup. Du coup, il y avait aussi une question sur l'archéologie. Donc je suppose que Roxane, tiens, je vais te donner le micro. Hop. Oui, pour répondre, comment les entreprises privées ont cette autorisation de faire de l'archéologie? Elles ont un agrément qui est donné par le ministère, qui est donc un agrément qui peut concerner soit une période archéologique, préhistoire, médiévale, antiquité, ce genre de choses, ou un territoire précis, les deux parfois. Le ministère de la Culture, il n'y a pas de ministère de l'Archéologie. Or, sur un site, il peut y avoir plusieurs périodes. Et souvent, on s'est retrouvé avec des choses assez compliquées, avec des opérateurs privés qui avaient gagné le droit de faire ces fouilles, qui avaient été choisis par l'aménageur, avec, on va dire, majoritairement un site gallo-romain, par exemple. Mais lors de la fouille, il se trouve, et on le savait déjà dans le diagnostic, sinon le diagnostic sert quand même à voir la période et savoir un peu sur quoi on va agir, avec des sites multipériodes où finalement l'opérateur qui est absolument pas médiéviste va se retrouver à devoir aussi traiter une partie du site pour lequel il n'a pas d'agrément. Alors il y a un avis en fait du Conseil national de recherche en archéologie, le CNRA, qui donne ou pas les agréments. Il faut voir qu'il n'y a pas de favoritisme, même quand l'appel d'offres émane d'aménageurs publics. On peut avoir l'aménageur public, y compris le ministère, qui choisit un opérateur privé pour un chantier qui dépend de l'État. Évidemment, les qualités de fouilles sont bien en deçà généralement, mais je dis ça, je vais me faire taper par les aménageurs privés qui vont faire un procès. Mais nous, on le voit parce qu'on sait bien que c'est les coûts. Et les coûts d'un chantier, évidemment, c'est au détriment derrière de la fouille. Et puis, au final, c'est au détriment de la recherche scientifique, du rapport de fouille final, ce qu'on appelle le rapport final de fouille, qui va être bâclé, parce que c'est sur ce délai-là qu'ils vont gagner du temps et qui vont pouvoir casser les prix. Ça ne va pas être tellement sur la partie chantier, la durée du chantier qui va être fixée, qui serait la même pour tous, mais ça va être sur la partie recherche, enfin la partie rapport final d'opération, où ils vont essayer de bâcler ça, voire même pas de le faire. Des fois, on attend encore certains rapports qui n'en sont jamais sortis. Et évidemment, la partie recherche, par contre, et valorisation, c'est l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui doit travailler sur des données souvent très médiocres des entreprises privées. Je veux dire qu'en Angleterre, c'est ce qui a donné lieu en fait à une renationalisation partielle de l'archéologie, tellement les données, une fois qu'ils ont complètement libéralisé le secteur de l'archéologie, il y a eu une perte scientifique importante qui s'est remarquée dans toute la communauté scientifique. Et bon, peut-être pour répondre du coup à l'intervention d'Emmanuel, Sarah ou Sarah, je Ouais. Eric, si tu veux dire. Plusieurs choses. Alors évidemment, sur tout ce que tu as dit, je me permets de te tutoyer parfaitement. J'ai pas développé cet aspect-là en fait. Parce qu'il y a une forme de facilité à dire 1% du budget. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Si on augmente considérablement le budget, c'est pas pour faire les mêmes choses. C'est que tout ce que tu décris là, très bien cette logique de ruissellement, d'ailleurs je note cette expression-là, appel à projet, ça on connaît, la logique de l'appel à projet, c'est pareil dans l'éducation nationale, c'est pareil maintenant partout, c'est une catastrophe absolue. Mais d'où ça vient ? Ça vient de l'austérité, c'est-à-dire en fait tu coupes le robinet, et puis du coup tu as une enveloppe, à partir du moment où tu as une enveloppe, toute la question c'est comment je donne mon enveloppe, de toute façon elle n'est pas assez grande, donc je coupe en petits bouts, battez-vous et essayez de justifier d'avoir un bout de l'enveloppe. Donc, au lieu d'affecter d'emblée les fonds, je te demande de justifier pourquoi ton projet plutôt que celui-là. Donc, je mets en concurrence les petits. Et puis, les gros, comme ils ont déjà eu un bout de l'enveloppe, en réalité, la fois suivante, ils auront de nouveau un bout de l'enveloppe parce qu'on a déjà pris l'habitude de leur donner, etc. Mais tout ça, si tu veux, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas un changement radical de vision à faire. Mais en fait, cette vision, il faut bien qu'on ait conscience d'où elle vient.
C'est parce que tu as des logiques d'austérité, que tu as une enveloppe, que tu poses la question du ruissellement, de l'appel à projet, maintenant ça devient de manifestation d'intérêt, et que comme par hasard, tu trouves vraiment hyper intéressant que tout d'un coup, le domaine privé s'intéresse alors, comme si c'était une nouveauté d'ailleurs, le caractère philanthropique des ultra-riches qui passent leur temps d'ailleurs à pourrir la vie des gens et après derrière dire qu'ils vont favoriser les arts. Enfin, les arts et la culture, c'est rien d'autre que de l'émancipation, donc c'est déjà contradictoire en fait. On l'a vu d'ailleurs avec la Fondation Pinault. Enfin, il y a 8000 exemples de comment c'est vraiment pas seulement qu'il se trouve que les types ils se disent il y a un espace libre, je le prends. C'est pas seulement ça, c'est qu'on le leur donne. C'est que le problème du ministère et de la politique publique de la culture, c'est j'ai des objectifs, il faut qu'il y ait de la culture et bon, il faut qu'il y ait des trucs pour les gens. Bon, j'ai une toute petite enveloppe. Donc déjà, ils vont se bagarrer pour l'enveloppe, mais mes objectifs, il faut quand même que je puisse dire qu'il y a un endroit où on peut aller voir des trucs à Paris, un nouveau lieu. Ah bah ça tombe bien, j'ai Pinault et donc j'encourage et je vais chercher. Je vais moi-même me mettre dans la main des financeurs. Voilà, et je défiscalise. Et donc qu'est-ce que je fais? La redistribution à l'envers. C'est-à-dire que je prends ton argent, l'argent de tes impôts, de tes impôts, de tes impôts, grâce à la défiscalisation, et ben en fait c'est vous qui payez le droit à Pinault de faire en fait une opération commerciale et en plus de décider du coup de ce qui est artistique ou non, de décider de ce que les gens vont pouvoir voir. Et puis quand c'est Pinault, mais quand c'est Bolloré, c'est encore un autre sujet aussi en termes idéologiques. Hein, si on laisse à Bolloré le choix de décider qu'est-ce qui est la consommation culturelle et quel type d'identité il veut véhiculer, parce que les questions d'art et de culture, elles sont jamais très loin des questions d'identité. Donc voilà, c'était pour ça que véhiculer ça. Quand on dit qu'il faut augmenter les budgets, il faut qu'on explique ce que ça veut dire. C'est pas plus d'argent pour compter. C'est qu'en fait, cette baisse des budgets, elle a été le cheval de Troie d'une inversion criminelle de la logique des choses. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, parce que je l'ai oublié dans les batailles, on a quand même une bataille qui arrive, qui est celle de l'assurance chômage. Je vous invite à ne pas en faire une bataille, à ne pas décider que les arts et la culture sont extérieurs à cette bataille-là, parce que, à deux titres. D'abord parce que, visiblement, les intermittents sont dans le régime de l'intermittence et dans le viseur, cette fois-ci. Donc, du coup, potentiellement des grosses batailles déjà pour défendre ce régime-là, mais aussi parce que quand le régime des intermittents, c'est une façon absolument passionnante de poser, de reposer, de faire changer le regard sur la question du travail, de la valeur, de ce qui est valeur, de ce qui est richesse, de ce que c'est qu'un temps de travail, de ce que c'est que la comptabilisation du temps de travail aujourd'hui. Et quand on est dans un mouvement comme le nôtre qui défend la réduction du temps de travail, qui défend la revalorisation, de repenser ces questions-là, en fait, le régime de l'intermittence, c'est pas justement un régime à part, une exception, pour reprendre un peu la problématisation qui a été posée très bien tout à l'heure d'entrée de jeu. C'est pas une exception, ce régime d'intermittence, c'est une invitation à repenser intégralement la question du temps de travail et de la valeur. Voilà. Et sur ce, je dois vous laisser. Merci beaucoup Sarah. On avait une dernière intervention d'Éric, mais oui, on sait que tu es bien occupé. Et merci déjà pour cette présence. Non mais ça ira. Non, oui, du coup pour vous remercier et remercier nos intervenantes et intervenants, moi je crois que ce qui est assez important aussi dans cette conférence, c'est que l'histoire des politiques culturelles en France, on a pu la voir, elle est longue, elle est discontinue, c'est pas une continuité qui existe depuis 45 ou même bien avant, qu'on pourrait la remonter à la Révolution française même, et que on a bien trop souvent, je crois, dans ces différents épisodes, vu une binarité entre l'action étatique, l'action des pouvoirs publics et les initiatives citoyennes ou associatives, et que je crois que justement un des grands gaps, une des grandes avancées qu'on a pu faire dans ce programme et dans nos propositions, et qui va maintenant tâcher de faire vivre dans nos discours et dans l'imaginaire qu'on porte, c'est que notre ambition pour les arts et la culture, elle est justement de conjuguer l'action étatique et des pouvoirs publics et celle des initiatives citoyennes et de ces écosystèmes qui fleurissent partout en France et ailleurs dans ce domaine-là, et que cet outil du temps long et de la planification, ici comme partout ailleurs, est la clé essentielle pour permettre la construction de cette autre société d'émancipation et de solidarité pour laquelle on se bat. Voilà. Merci à vous.